Les analyses des classes sont-elles encore pertinentes pour expliquer la structuration sociale? C'est une question qui est débattue. En effet, lors des Trente Glorieuses, les analyses des classes apparaissent de moins en moins pertinentes. En revanche, à partir des années 80, les analyses des classes semblent retrouver une actualité. Pour mesurer la pertinence des analyses, deux concepts vont être utilisés. D'abord, la distance intraclasse. Ce sont les écarts entre les individus appartenant au même groupe. Ensuite, la distance interclasse. Ici, ce sont les écarts entre les individus appartenant à des groupes différents. Lors des Trente Glorieuses, les analyses des classes apparaissent de moins en moins pertinentes. En effet, la distance interclasse diminue. Les écarts entre individus de groupes différents s'atténuent. Ensuite, la distance intraclasse augmente. Il y a une différenciation croissante des individus au sein d'un groupe. La distance interclasse diminue d'abord. En effet, il y a un phénomène de moyennisation, c'est-à-dire un processus de convergence économique et sociale entre les individus. Les inégalités diminuent alors, il y a un phénomène de rattrapage des plus pauvres vers les plus riches. Henri Mendras parle alors de toupie. La part des individus aux extrêmes diminue, la part des individus au milieu augmente. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette moyennisation. D'abord, la réduction des inégalités de revenus est assurée par la croissance. Cette réduction des inégalités de revenus génère alors une uniformisation des modèles de consommation. Enfin, cette moyennisation peut aussi s'expliquer par l'homogénéisation culturelle. Les valeurs et les normes des différents groupes se rapprochent, notamment la tolérance et l'individualisme. Cela s'explique par la démocratisation scolaire. Les enfants vont acquérir la même culture, car ils sont socialisés par le même agent, l'école. Ensuite, la distance intraclasse augmente. En effet, à l'intérieur d'un groupe, les individus vont se différencier de plus en plus. Il y a en effet une multiplication des facteurs d'individualisation. Les individus se définissent alors par de nombreux critères, l'âge, le sexe, le lieu de résidence. Ainsi, de nouvelles distinctions à l'intérieur d'un groupe apparaissent. Dans ces conditions, un groupe peut être difficilement une classe en soi puisque les conditions objectives sont différentes. Ainsi, l'individu ne se définit plus seulement par son identité socio-professionnelle ou par l'appartenance à une classe sociale. Et donc, il y a une perte de conscience de classe. Le groupe n'a plus de classe pour soi. Cette perte de conscience de classe s'explique aussi par une autre raison. En effet, des conditions objectives communes n'entraînent pas automatiquement le sentiment d'appartenance de classe. En effet, il peut y avoir identification subjective à un groupe social. C'est-à-dire que l'individu se reconnaît comme un membre d'un groupe social qui n'est pas celui auquel il appartient objectivement. Ainsi, aujourd'hui, la majorité des Français, qu'ils soient cadres ou ouvriers, déclarent appartenir à la classe moyenne. Or, depuis le début des années 80, on assiste à un retour des analyses des classes pour expliquer la structuration sociale. En effet, la distance interclasse réaugmente. Les écarts entre individus de groupes différents s'accroissent à nouveau, alors que la distance intraclasse n'augmente plus. Il reste des points communs entre les individus au sein de certains groupes. D'abord, la distance interclasse augmente. En effet, les inégalités vont augmenter. Le processus de moyennisation est alors remis en cause à partir du début des années 80. Ainsi, la part des individus aux deux extrêmes, les plus riches et les plus pauvres, augmente. C'est le double diamant aux États-Unis, c'est, en France, la société en forme de sablier mis en évidence par Lipitz. Cette augmentation de la distance interclasse, qui est une remise en cause de la moyennisation, s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'augmentation des inégalités de revenus. En effet, le partage de la valeur ajoutée devient plus favorable aux détenteurs de capitaux qu'aux salariés. Ensuite, la polarisation des qualifications et des emplois. Enfin, les différences culturelles se renouvellent. En effet, les parcours scolaires vont rester dépendants de l'origine sociale. En revanche, la distance intraclasse reste limitée. En effet, pour certains groupes, les écarts entre individus restent limités. C'est le cas notamment pour les Pinson-Charlot pour la grande bourgeoisie. Celle-ci reste d'abord une classe au sens marxiste. En effet, c'est une classe en soi, puisqu'elle a des conditions de vie communes. Elle a un niveau de revenu et de consommation élevé, mais aussi c'est une classe pour soi. Elle a conscience de ses avantages et va les défendre, en mettant par exemple ses enfants dans des classes d'école privées. Mais c'est aussi un groupe de statut au sens de Weber.
En effet, les individus ont le même degré de prestige. Ce sont ceux qui ont le plus de valorisation sociale dans la société française. Ensuite, les classes populaires, les employés et les ouvriers, ont certes des conditions de vie communes, c'est bien une classe en soi. En revanche, même s'ils ont conscience de leurs points communs, ils ont du mal encore à se mobiliser. Cependant, l'analyse des classes ne doit pas être abandonnée mais enrichie pour analyser la société. En effet, le genre et le classe sont très souvent considérés comme deux formes d'analyse de la société contradictoires. En réalité, ce sont deux facteurs de structuration complémentaires. En effet, genre et classe sont traditionnellement perçus comme deux facteurs de structuration concurrents. Ainsi, la classe sociale et le genre ne seraient pas deux outils d'analyse complémentaires. En effet, ils seraient différents et opposés. Et donc, le genre remplacerait la classe pour analyser la structure sociale, aujourd'hui, et on parlerait de rapports sociaux de genre. C'est-à-dire toutes les inégalités entre les hommes et les femmes, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère domestique. Or, en réalité, genre et classe sont deux facteurs de structuration complémentaires. En effet, ils se complètent, puisqu'aux inégalités liées aux classes sociales s'ajoutent celles de genre. Ainsi, on va articuler les classes sociales avec les rapports sociaux de genre. Par exemple, selon leur place dans le processus de production, les femmes ne vont pas connaître le même type d'inégalité. Ainsi, les femmes des milieux populaires subissent davantage de temps partiel contraint, alors que les femmes cadres ont du mal à dépasser le plafond de verre.